que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Ce mardi soir, la situation est critique dans l'enclave du Haut-Karabakh, un territoire à majorité arménienne revendiqué par l'Azerbaïdjan. Bakou a lancé ce mardi une offensive militaire 3 ans après la précédente guerre, demandant la reddition de son adversaire arménien. L'opération militaire a été déclenchée après la mort de 4 policiers et 2 civils azerbaïdjanais dans l'explosion de mines dans le Haut-Karabakh dans la nuit de lundi à mardi. Je refais un petit point évidemment pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Cette enclave montagneuse qui avait été rattachée en 1921 par le pouvoir soviétique au territoire de l'Azerbaïdjan avait été par le passé théâtre de 2 guerres entre les anciennes républiques soviétiques que sont l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'une de 88 à 94 qui avait fait 30 000 morts, et l'autre à l'automne 2020, 6500 morts. Et les pointillés, c'est le cessez-le-feu qui avait été signé en 94 pendant la première guerre du Haut-Karabakh, où là ça avait été gagné par l'Arménie. C'est une zone qui est toujours pas sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, qui est plus ou moins gérée par la force russe et par les séparatistes du Haut-Karabakh. Donc ça, c'est cette zone-là en hachuré bleu que l'Azerbaïdjan essaye de conquérir. Et d'ailleurs, ça faisait déjà plusieurs mois que c'était quelque chose qui était craint, quoi. Et là, vous voyez en bleu, je sais pas si vous voyez la tache bleue là, c'est un territoire qui fait le lien entre le territoire de l'Arménie, reconnu internationalement, et le Haut-Karabakh. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle le corridor de Latchine, donc un corridor qui est censé assurer le ravitaillement du Haut-Karabakh arménien, qui est contrôlé par les Russes, qui sont le maintien de la paix. Alors bon, les Russes maintiennent la paix, voilà. Avec la guerre en Ukraine, vous doutez bien qu'ils vont pas s'amuser à envoyer plein de soldats pour s'occuper du corridor de Latchine. Ils préfèrent partir en Ukraine et puis laisser les Azerbaïdjanais faire ce qu'ils veulent. Et le corridor de Latchine, c'est vraiment le seul endroit qui permet aux Arméniens d'avoir du ravitaillement. Et que fait l'Azerbaïdjan? Bah en fait, il bloque le corridor de Latchine malgré la présence des Russes. Hein. Il y a un blocus et il y a un risque de famine dans le territoire actuellement. Voilà. Depuis près de 2 mois, les habitants du Haut-Karabakh font la queue dès 4 h du matin pour espérer trouver du pain. Les gens s'inscrivent sur une liste, mais beaucoup attendent plusieurs jours sans rien recevoir, témoigne par téléphone Louisa qui préfère ne pas divulguer son nom de famille. Il n'y a pas assez de nourriture pour ne pas s'endormir à moitié affamé. Il y a aussi la peur constante qu'une guerre va recommencer ou quelque chose de pire encore, s'inquiète la jeune femme. Je parle à ma famille tous les soirs comme si c'était la dernière fois. Le corridor de Latchine, unique route reliant cette enclave séparatiste à l'Arménie, est bloqué par l'Azerbaïdjan depuis décembre 2022, provoquant des pénuries de nourriture, de médicaments, de biens de première nécessité et de carburant. La situation humanitaire s'est brusquement aggravée lorsque Bakou a décidé d'interrompre toute circulation le 11 juillet, invoquant des raisons de sécurité. Depuis, le Haut-Karabakh est un trou noir où plus personne, à de très rares exceptions près, n'est autorisé à se rendre. Il y a vraiment des gens qui se battent pour un désert où il y a des ressources dans le sous-sol. Alors c'est pas vraiment un désert, et puis surtout il y a des gens, quoi. L'Arstar, c'est un territoire qui est revendiqué par l'Arménie, et qui est considéré comme historiquement peuplé par des Arméniens par l'Arménie. C'est une question de peuplement, c'est une question ethnique, etc. D'ailleurs, il y a des églises arméniennes sur place, voilà. Le fait qu'il y ait une population arménienne en territoire azerbaïdjanais, ça suffit à faire une guerre, hein. À la demande de l'Arménie, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à New York le 16 août pour discuter de la situation dans l'enclave qui est reconnue internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, mais peuplée en majorité d'Arméniens. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont exhorté Bakou à assurer la libre circulation sur la route de Latchine, mais aucune déclaration ou résolution n'a été votée à l'issue de la rencontre, un demi-échec pour les Arméniens. Donc même pas de résolution de l'ONU. Ah, une actualité assez terrible qu'on m'a envoyée. L'Arménie a déclaré qu'elle n'entrera pas en guerre pour le Nagorno-Karabakh, elle n'en a pas les moyens face à une armée azerbaïdjanaise bien plus développée. Les Arméniens du Haut-Karabakh sont seuls, risque de nettoyage ethnique si l'Azerbaïdjan décide de prendre la région. Dans le sens où l'armée arménienne a été battue assez sévèrement il y a 3 ans, et qu'elle n'a pas du tout eu le temps ou les moyens de se reconstituer pendant cette période-là, et ils sont pas du tout en mesure de lancer une guerre contre l'Azerbaïdjan. Là, ils disent le premier convoi de la Croix-Rouge internationale est entré samedi dans le Haut-Karabakh. Le CICR est passé par le corridor de Latchine pour apporter à la population 70 tonnes d'aide humanitaire principalement. Donc ils ont pu rentrer avec de l'aide humanitaire, ce qui n'était pas le cas depuis un moment. Bon, la question ça va être de savoir que va-t-il advenir des populations du Haut-Karabakh. Est-ce qu'ils vont rester sur place? Est-ce qu'ils vont aller en Arménie? Parce que évidemment il y a la question de la crainte de l'Arménie d'un nettoyage ethnique, même d'un génocide, dit le gouvernement arménien au Haut-Karabakh, vu qu'il y a un discours hyper ethnique et identitaire de la part du gouvernement d'Azerbaïdjan. L'exode qui suit la victoire de l'Azerbaïdjan, alors les Azerbaïdjanais qui ont promis la citoyenneté de l'Azerbaïdjan aux Arméniens qui vivent dans le Haut-Karabakh, mais je pense que pour la plupart, voire même la totalité des habitants, c'est pas possible, et en fait ils sont en train d'évacuer le territoire, donc quand même autour de 100 000 personnes qui sont concernées. L'Arménie a dit qu'évidemment ils allaient tous les accueillir.
Hélas, nous n'avons pas un partenaire pour la paix, mais un pays qui déclare ouvertement que la raison du plus fort est la meilleure et qui utilise la force constamment pour perturber le processus de paix, a déclaré le ministre des Affaires étrangères arménien Ararat Mirzoyan devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le message est clair, vous pouvez parler de paix et nous pouvons partir en guerre, et vous ne pouvez rien changer, a souligné le ministre. Début du mois d'août, l'Arménie avait réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies face à la détérioration de la situation humanitaire dans la région. Le corridor de Latchine, seul lien terrestre entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, avait d'abord été entravé par les Azerbaïdjanais se présentant comme des manifestants écologistes, avant que Bakou n'instaure le 11 juillet un barrage routier à l'entrée de cette route en évoquant des raisons sécuritaires. Ah, j'avais pas vu ça. Ils avaient utilisé une strat en disant t'inquiète, c'est une manifestation. Il se trouve que ces militants écolos bloquent l'accès humanitaire à une enclave sur notre territoire, mais t'inquiète, c'est une manifestation écologiste. Finalement, ils ont dit non, bon, d'accord, on bloque vraiment, pardon. Allez, l'actualité nationale, on y va, c'est parti. Let's gong. Les restos du cœur. Aujourd'hui, normalement, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid, mais je crois que pourtant c'est un peu ce qui se passe. Vous nous avez demandé de relayer un appel à l'aide. On ne pourra pas s'en sortir tout seul. Aujourd'hui, je lance un appel aux forces politiques de notre pays et aux forces économiques également. C'est important pour nous parce qu'encore une fois, malgré les mesures qui ont été prises, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont manquer pour pouvoir absorber ce flux de personnes que nous recevons aujourd'hui. C'est un cercle vicieux en fait, hein. Plus de monde qui a besoin des restos du cœur à cause de l'inflation, mais à cause de l'inflation, les restos du cœur peuvent pas acheter autant de nourriture. Nous ne voulons pas être alarmistes, mais soyons réalistes. Les digues sont en train de lâcher et je crois qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Alors voilà, l'appel à l'aide des restos du cœur confronté à une situation inédite. En raison de l'inflation et d'un afflux de demandeurs, l'association a annoncé dimanche qu'elle allait devoir éconduire quelques 150 000 personnes. Il décrit au monde une situation inédite depuis leur création en 1985 par Coluche. Les Restos du Cœur n'avaient jamais aidé autant de monde depuis 1985. 1,3 million de personnes cette année contre 1,1 million sur l'ensemble de l'année 2022. Et jamais l'association n'avait autant dépensé du fait de ses besoins accrus et de l'inflation. Elle doit acheter plus du tiers de la nourriture qu'elle distribue et faire face aux surcoûts d'électricité, de transport. L'essence est revenue autour de 2 € là, et puis les gens disent plus rien là. Ils sont où les gilets jaunés, hein? Les Français veulent savoir. Sur TF1, il a rappelé avoir alerté le gouvernement depuis plusieurs mois, mais nous ne sommes pas suffisamment entendus et je dirais même peut-être pas suffisamment pris au sérieux. Avec les 3 autres associations bénéficiant de l'aide alimentaire européenne, donc les banques alimentaires, le Secours populaire et la Croix-Rouge, qui sont aussi en difficulté, il a demandé au printemps à rencontrer Emmanuel Macron. Il a aussi appelé dans une tribune au Monde à renforcer le fonds de soutien européen à l'aide alimentaire sans résultat. Donc la nouvelle ministre des Solidarités, alors attention, trigger warning Aurore Berger, s'est exprimée lors du 20h de TF1. Elle a indiqué que l'aide alimentaire du gouvernement avait été portée à 156 millions d'euros cette année et que dans les prochains jours, 15 millions d'euros seront mis sur la table pour aider les Restos du Cœur à passer cette période et 6 millions d'euros seront débloqués en faveur des associations d'aide aux tout-petits. À l'instar de Patrice Douret, elle a lancé un appel solennel. Mais arrêtez de lancer des appels solennels, il faut leur taxer la tronche. Pas dire « Oh s'il vous plaît les grandes entreprises ». Puis ils vont dire « Tenez !» Arrondissez à l'euro supérieur pour aider les Restos du Cœur. Cette annonce ne répond pas à l'urgence puisque même en réduisant le nombre de personnes accueillies et les quantités données, nous avons besoin de 35 millions d'euros pour terminer notre exercice à l'équilibre en mars, réagit Patrice Douret. D'autre part, les 15 millions annoncés englobent une dizaine de millions d'euros, déjà prévus dans le cadre du plan Mieux manger pour tous. Donc en fait, alors ça c'est vraiment un classique, hein, c'est pas que les macronistes qui font ça. T'annonces un budget, mais en fait tu inclus dans ton annonce des trucs qui étaient déjà prévus avant. Wauquiez, il aimait bien faire ça. Les autres grands acteurs de l'aide alimentaire pointent l'urgence à agir plus largement. Nous recevons moins de dons de nourriture de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. Nous avons moins d'aide européenne que durant la crise sanitaire, tandis que les besoins augmentent fortement. D'ailleurs, à noter aussi que les dons aux associations ont diminué avec la suppression par Macron de l'impôt, comment ça s'appelait, l'ISF, l'impôt sur la fortune. Parce qu'en fait, les dons aux associations, ça permet d'avoir des réductions d'impôts. Donc en fait, le fait de faire des dons aux assos, ça permettait aux riches de moins payer d'impôts. Donc il y avait beaucoup de dons du fait de la présence de l'ISF. Et avec la suppression de l'ISF, bizarrement, il y a plein de riches qui sont devenus moins généreux, on ne sait pas pourquoi. Peut-être est-ce parce que du coup, ils payaient moins d'impôts sans donner. Je ne sais pas, je voudrais pas non plus les accuser d'être hypocrites. Mais alors, actualité Haute-Loire. Banque alimentaire en 15 ans de présidence, je n'ai jamais assisté à ça, donc Zoom d'ici, 100% local, 200% utile, c'est très beaucoup de pourcentage utile. L'article date du 31 août dernier, donc c'était avant l'appel des Restos du Cœur, mais on voit déjà les difficultés des banques alimentaires. On voit que la presse régionale, la PQR, hein, comme on l'appelle, avait anticipé la difficulté des associations de distribution, vu que c'est les journalistes qui sont plus près
du terrain, ils avaient bien vu les problèmes des associations avant la déclaration du président des Restos du Cœur. Il y a 2 ans, la grande collecte pour la Banque alimentaire Haute-Loire a généré 48 tonnes de denrées. En 2022, ce chiffre est passé à 35 tonnes, soit 13 tonnes de moins. La diminution est énorme quand même, hein. C'est la première fois que nous avons dû nous résigner à diminuer la quantité des paniers tant que nos stocks étaient bas ou à néant. Yvan Cordier admet qu'il faut renforcer les aides et la communication sur ce problème de société. L'État s'est aperçu notamment durant la période Covid d'un vrai problème d'accès à l'alimentation pour de plus en plus de personnes en France, ce qui est assez choquant dans notre pays. C'est vrai qu'on avait vu plein de gens en aide alimentaire pendant le Covid, notamment les personnes qui pouvaient se permettre de nourrir leurs enfants grâce notamment aux cantines scolaires, qui font des repas vraiment pas chers. Alors, on s'était rendu compte qu'en fait, ils avaient pas assez d'argent pour donner à manger le midi à leurs enfants. Mais après on avait tout oublié, on avait dit bon voilà c'est bon, c'est résolu. Ce manque d'abord dû à l'inflation et aux problèmes ponctuels d'approvisionnement trouve aussi son origine dans les retards de livraison des programmes européens. Le Secours populaire le subit selon son secrétaire général Thierry Mazabro. On est presque en septembre et les aides prévues pour 2023 ne sont toujours pas arrivées. Ah oui d'accord, bah logique hein, écoutez. Ce qu'on appelle un petit retard bien sûr. C'est un moindre man pour soutenir l'Ukraine et mettre à genoux l'économie russe. Alors malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, en fait c'est plus simple que ça. C'est que les entreprises ont des marges plus importantes et les gens continuent à acheter parce qu'ils ont pas le choix, donc elles ont gardé leur marge. La guerre en Ukraine, elle a bon dos pour justifier l'inflation. On voit que l'agroalimentaire, le taux de marge augmente. Les services de transport, le taux de marge baisse. L'énergie, le taux de marge a explosé après une baisse visible. Dans l'ensemble, ça stagne plutôt, mais de toute façon, l'agroalimentaire c'est très important vu que c'est comme ça qu'on se nourrit. Là par exemple, il y a une usine de saucisses. Saucisse. Et voilà, saucisse, hein, bien sûr. À la fête de l'UMA, Fabien Roussel effrite un peu plus la NUPES. Est-ce qu'il a fait Aude Boudin, effrite, voilà, Libération, très bien. Voilà la fête de l'UMA, alors moi j'étais pas à la fête de l'UMA malheureusement. Pour le grand raout des communistes en Essonne, le patron du PCF assume ses divergences avec les insoumis et écologistes et se prépare déjà à une deuxième candidature en 2027. Où ils agissent, où nous passons à l'action, promet-il ce samedi au Plessis-Pâté. J'adore ce nom. La veille, face à la presse, il expliquait devant une assiette de moules « Je suis en colère, je me laisserai pas endormir par des réunions sans fin. Ils font de la communication, mais dans communiquer, il y a commu. Et moi, je me ferai pas niquer. » Phrase qu'il prend soin de répéter à toutes les oreilles alentour, trop heureux de sa formule. Qu'est-ce qu'il avait dit dans Libération? Il avait dit un truc très craignos. Je souhaite incarner cette gauche-là qui ne lâche rien sur ses fondamentaux républicains, laïques, universalistes et mettre la question sociale au centre, souligne-t-il auprès de Libération. J'entends trop de discours communautaristes comme là sur l'abaya. Tant pis si une partie de la gauche le critique. On le traite de raciste, de suprémaciste parce qu'il fait l'éloge des traditions et la cuisine française. Mais je dis merci, parce que ça révèle la bêtise de certains. C'est comme dire que manger de la viande provoque des incendies. J'ai encore mangé une bavette aujourd'hui. Ça va brûler en Afrique? Sans parler des riz de veau que j'ai mangé à Chalon. Ça vaut au moins un tremblement de terre à Haïti. Lui c'est Fabien Roussel, le candidat communiste qui veut plus se battre contre le capitalisme mais contre le quinoa, allez! En 2022 au PCF, on mange plus des patrons mais... Une bonne vieille viande issue de chez nous! La musique, Fabien Roussel a 3 passions, le pinard et le saucisson, ouais, ça fait que de merde. Fabien Roussel a 3 emplois, mais y en a 2 où il bosse pas, il fait la...